En quelques semaines à peine, le nord du Burkina Faso a basculé d'un silence pesant à un ciel saturé de drones, leur trajectoire nette fendant l'obscurité et remplaçant les anciennes peurs par une mécanique froide qui annonçait un tournant irréversible. Puis, sans avertissement, nation longtemps considérée fragile, a surpris le monde entier en reprenant l'initiative, inversant le rapport de force et imposant un rythme stratégique inattendu à ceux qui, jusque-là, n'imaginaient pas la voir sortir de la défensive. Que signifie cette inversion soudaine pour vous quand Ibrahim Traoré avance? Et si tout changeait plus vite encore? Ce récit n'a pas vocation à glorifier la guerre, mais à éclairer ce qui se joue réellement lorsqu'un pays longtemps tenu pour marginal parvient, presque d'un seul mouvement, à redéfinir les règles opérationnelles d'un conflit qui semblait figé. Au cœur de cette histoire se trouve une promesse simple, 10 à 12 mots pour tout dire. Comprendre cette offensive, c'est comprendre l'avenir de la sécurité régionale, car ce qui se déploie au Burkina Faso n'est pas seulement une succession d'actions militaires, mais une transformation systémique où la technologie, la coordination locale et la cohésion civile tissent un front inédit capable de modifier l'équilibre stratégique du Sahel. Dans Tchouïl, cette mutation impose aussi une interrogation plus profonde. Jusqu'où une nation peut-elle aller pour protéger ses frontières lorsque les institutions sont fragiles et la pression extérieure omniprésente? Et dans cette tension, le spectateur, qu'il soit en Afrique, en Europe ou ailleurs, découvre un enjeu qui dépasse les cartes d'état-major, la manière dont une société choisit de survivre, même lorsque les outils de sa survie deviennent controversés. Les premiers signaux n'étaient pas visibles pour l'observateur extérieur, mais une donnée interne a tout révélé. Entre début octobre et début novembre 2025, plus d'une dizaine de frappes coordonnées ont changé le rythme du front. Et presque immédiatement, cette cadence nouvelle a exposé une vérité que personne n'avait anticipée. Le conflit n'avançait plus au hasard. Il suivait désormais une logique maîtrisée. C'est dans cette bascule silencieuse que se dessine le véritable commencement. Avant 2025, le nord du Burkina Faso vivait sous un schéma bien connu. Incursions nocturnes, déplacements rapides, villages abandonnés sans combat, et une pression asymétrique que les forces locales, malgré leurs efforts, ne parvenaient pas à contenir. Nyungdangshui-la, à partir des premières semaines d'octobre, les informations issues du terrain, autrefois tardives ou incertaines, ont commencé à converger dans un système plus cohérent. Les drones n'étaient aussi plus de simples capteurs. Ils formaient la première couche d'un dispositif où les VDP, les unités mobiles et les réseaux de communication rejoignaient, presque en temps réel, la même image opérationnelle. Kongluk, dans des localités comme Djibo, Borzorzenga ou Yamba, des micro-observations de routine ont soudain pris un tout autre poids. Traces de convois, signaux thermiques inhabituels, regroupements furtifs. Autrefois, ces indications arrivaient au moment où l'attaque avait déjà commencé. En 2025, elles déclenchaient des réponses anticipées, parfois en quelques minutes. Edei chine la mini-révélation Longnier. La montée en puissance n'a pas été un miracle technologique, mais une montée en discipline. Les commandants n'attendaient donc plus un feu vert extérieur. Ils validaient, ajustaient, puis frappaient selon leur propre lecture du terrain, une autonomie qui reflétait l'empreinte stratégique d'Ibrahim Traoré. Sang, le pays apprenait à fonctionner dans une logique intégrée, où l'air, le sol et l'information se rejoignaient dans un seul continuum d'action. C'est ce maillage, plus que les armes elles-mêmes, qui a rendu possible les premières victoires. Les premières victoires étaient rapides. Dans les premières semaines de cette réorganisation silencieuse, une série de figures locales ont émergé comme des éclaireurs involontaires, révélant l'effet concret des nouvelles méthodes sur le terrain. À Arbinda, un volontaire VDP racontait comment,
Pour la première fois depuis des années, une patrouille avait pu traverser la périphérie du village sans tomber dans une embuscade prévisible. Ce simple déplacement, banal en apparence, traduisait un changement profond. La peur ne dictait plus chaque trajectoire. Dans Chouy, là, à Gibault, un sous-officier décrivait la même sensation lorsqu'une reconnaissance matinale avait identifié un regroupement suspect avant qu'il n'atteigne les habitations. Là encore, ce n'était pas un miracle technique, mais la conséquence directe d'un schéma nouveau où l'information circulait mieux, plus vite, plus sûrement. Ngeclai, 16 petits succès ne relevaient pas d'une improvisation chanceuse. Ils portaient la marque d'une centralisation plus nette, d'une attention accrue aux signaux faibles, va d'une cohésion que plusieurs soldats associaient explicitement aux directives d'Ibrahim Traoré. C'est cette cohérence, encore fragile mais perceptible, qui donnait aux premières unités le sentiment qu'une ligne de front autrefois intangible commençait à se rétracter. Mo Jiaila, ces récits montrent la traduction humaine de la mécanique globale. Ce ne sont pas seulement les drones ou les frappes qui modifient le conflit, mais la manière dont les acteurs de terrain regagnent un espace de décision qu'ils avaient perdu. Va-t-on se tuer Dongdor ? La question essentielle réapparaît. Jusqu'où ces premiers effets peuvent-ils s'étendre sans se briser sur les limites structurelles du pays ? Le déclencheur survint au début d'octobre, lorsque le renseignement local signala un mouvement rapide près de Djibo. Une colonne légère avançait, déterminée, cherchant à frapper un avant-poste isolé. La réponse fut immédiate. Un drone verrouilla la cible. Quelques minutes plus tard, le convoi n'existait plus. Ce premier choc produisit un effet domino. Dans les jours suivants, plusieurs capteurs relevèrent des schémas similaires. Les observations, fragmentaires, auparavant, s'organisaient désormais en une suite logique. Les commandants validaient en quelques instants. La chaîne d'exécution gagnait en netteté. Une semaine après la frappe initiale, une autre opération révéla un dépôt d'armes près de Djibo. La zone avait longtemps servi de relais clandestin. Elle fut neutralisée sans tir, sans chaos. Le contraste frappa les unités voisines. Elles comprirent qu'un cycle venait de basculer. Le 8 octobre, au nord de Borzanga, une cellule spécialisée dans les attaques par drone fut identifiée avant la tombée du jour. La position, dissimulée dans un écrin de roche, semblait inaccessible. Mais la synchronisation était nouvelle. Forces au sol et vecteurs aériens agissaient ensemble. Le groupe fut éliminé avant qu'il ne se réorganise. Puis arriva la nuit du 25 octobre. Les signatures thermiques repérées près de Yamba déclenchèrent une séquence sans précédent. Les combattants dormaient. Le ciel se chargea d'un mouvement lent et déterminé. Des TB2 ajustèrent leur trajectoire. Quelques instants plus tard, la vallée prit feu. Les frappes tombèrent avec une précision qui stupéfia les observateurs régionaux. Les forces locales parlèrent d'un réveil. Elles voyaient s'effacer une asymétrie installée depuis trop longtemps. Elles regagnaient un terrain mental avant même de regagner la terre. Dans Chouy, là, cette série d'actions n'était pas le fruit du hasard. Elle reflétait plusieurs années d'apprentissage, sous pression. Les unités avaient intégré de nouvelles routines. Elles adoptaient un rythme, une méthode, une discipline. Elles ne dépendaient plus d'une tutelle extérieure. Le rôle d'Ibrahim Traoré surgissait en arrière-plan. Il ne s'agissait pas d'un geste symbolique. Les commandants évoquaient un style plus direct, une validation plus rapide, une autonomie assumée. Cette posture influençait la dynamique. Elle changeait les réflexes, les délais, les choix. Sang-sang, les VDP formaient une toile vivante. Ils signalaient net les mouvements. Ils corrigeaient net les cartes. Ils devenaient relais, éclaireurs et parfois boucliers. Leur présence amplifiait la portée des drones. Dans le même temps, l'armée perfectionnait ses réseaux en temps réel. Les communications passaient mieux, même dans les zones et les zones dégradées. Chaque opération nourrissait la suivante. Chaque frappe consolidait un maillage. Chaque réussite réduisait la marge ennemie. Les militants, autrefois maîtres des broussailles, furent forcés de se disperser.
Ils perdirent des itinéraires, ils perdirent des dépôts, ils perdirent des refuges. La pression se déplaçait vers eux. Trugdol et villages disparaissaient sans résistance. Les nuits se peuplaient de murmures. Les routes se vidaient. Les écoles fermaient sans préavis. Cette inertie semblait inévitable. Mais, Trongtoediemnai, les lignes commencèrent à revenir. Certains axes furent rouverts. Les convois civils reprirent. Les communications refleurirent. La peur cessait d'être l'unique loi. Une nouvelle équation se forma. La guerre n'était plus une simple confrontation de forces. Elle devenait une question d'organisation. Elle devenait une question de tempo. Elle devenait une question de volonté. C'est ici que l'empreinte d'Ibrahim Traoré s'ancra définitivement dans le déroulement. Non comme un mythe, mais comme une direction. Elle unifia les phases. Elle fixa les priorités. Elle donna aux unités le sentiment qu'un horizon, même lointain, restait possible. Au début de cette séquence, la situation partait d'un niveau presque figé. De vastes zones restaient côte coupées. Les routes spattas demeuraient impraticables et les villages vivaient dans un état d'alerte permanent. Puis, progressivement, une transformation nette apparut, comme si le conflit changeait d'axe. Cette transition constitue le véritable glissement baseline-delta du front. Elle signale un déplacement méthodique de l'initiative, fondé non sur le hasard, mais sur une consolidation minutieuse des chaînes de décision et de la synchronisation tactique. Il est notable que les rapports internes faisaient état, entre octobre et novembre, de centaines de combattants neutralisés. Ce chiffre ne doit pas être interprété comme une donnée isolée. Il représente l'effet cumulé de frappes ciblées rendues possibles par des signaux précis et une exécution cohérente. Cette évolution, discrète en surface, a instauré un rythme totalement nouveau dans la conduite des opérations. Parallèlement, les forces armées ont confirmé que des dizaines de positions fortifiées avaient été démantelées. Ces points d'appui servaient de relais logistiques essentiels, de dépôts temporaires, voire de refuges pour les mouvements furtifs. Leur élimination successive a fragmenté la mobilité ennemie, rendant leurs itinéraires plus risqués et nettement moins durables. De plus, le rétablissement progressif de routes critiques permettant la circulation civile a été signalé. Ce changement ne s'évalue pas seulement en kilomètres accessibles, mais dans les implications quotidiennes. Retour des camions transportant du grain, réapprovisionnement des dispensaires, rotation d'équipes locales. À ce stade, chaque voie rétablie représentait un regain tangible de respiration pour des zones longtemps étouffées. Dans ce tableau, la présence d'Ibrahim Traoré apparaît en arrière-plan, non comme un symbole figé, mais comme un vecteur structurel. Des commandants évoquaient des validations plus rapides, une hiérarchie plus fluide, une tolérance réduite aux lenteurs administratives. Cette verticalité, discrète dans les documents officiels mais perceptible dans les rythmes, a donné aux opérations une dynamique inhabituelle pour une armée souvent contrainte par des dépendances extérieures. De leur côté, les volontaires pour la défense de la patrie fournissaient une granularité indispensable. Ils repéraient les signaux faibles, distinguaient un convoi suspect d'un déplacement pastoral, identifiaient les traces laissées par des groupes mobiles. Ces informations, difficiles à quantifier, constituaient pourtant l'épine dorsale du changement d'échelle opérationnelle. La combinaison de ces trois dimensions, efficacité des frappes, destruction des infrastructures ennemies, réouverture d'axes civils, forme un ensemble cohérent. Ce n'est pas une performance spectaculaire par ses volumes, mais une trajectoire régulière. Elle montre qu'un pays longtemps considéré comme sous-équipé peut, en accumulant des ajustements modestes, construire une dynamique durable. En somme, le front ne se transforme pas en un jour. Il se recompose par gradients successifs. Cette organisation intégrée, soutenue et disciplinée détermine la portée réelle des actions engagées et explique pourquoi la variation baseline delta prend ici une importance décisive. Deux lectures majeures émergent lorsqu'on analyse la montée en puissance militaire du Burkina Faso en 2025. La première soutient que cette dynamique reste fragile.
Elle affirme que l'intensification des opérations, la dépendance accrue aux drones et les pressions sur les civils pourraient révéler les limites structurelles d'un pays encore éprouvé par des années d'insécurité. La seconde, à l'inverse, perçoit dans cette synchronisation nouvelle drone, force au sol, volontaire, une transformation durable, issue d'un apprentissage long et d'une cohésion locale rarement atteinte auparavant. Les critiques extérieures alimentent souvent le premier argument. Elles soulignent que la militarisation rapide entraîne des risques évidents. Tensions avec les organisations humanitaires, inquiétudes concernant les libertés publiques, journalistes interpellés, élections retardées. Depuis cette perspective, les victoires tactiques pourraient masquer une fragilité institutionnelle persistante, perceptible dans les hôpitaux sous-dotés, les écoles fermées ou les déplacements massifs de population. Selon cette lecture, une armée qui gagne des batailles ne garantit pas un État qui se renforce. À l'inverse, ceux qui défendent la seconde lecture s'appuient sur les faits opérationnels. Entre octobre et novembre, des cellules militantes ont été détruites, des dépôts d'armes saisis, des routes critiques rouvertes, permettant aux convois civils et aux services essentiels de réapparaître peu à peu. Il rappelle que les frappes n'étaient pas isolées, mais intégrées dans un dispositif où les volontaires pour la défense de la patrie fournissaient un renseignement décisif. Selon eux, la critique occidentale passe à côté d'un point essentiel, l'autonomie stratégique retrouvée par le pays. Pour réellement évaluer ces deux positions, il faut revenir aux éléments les plus solides du récit. Les opérations décrites montrent une armée qui n'attend plus d'instructions étrangères, une armée qui agit selon son propre renseignement local et qui synchronise drones, unités terrestres et volontaires dans un schéma cohérent. Cette autonomie, imparfaite mais réelle, constitue le pivot de la transformation. Les critiques ont raison de pointer les risques. Les défenseurs ont raison de souligner les effets concrets observés sur le terrain. Le véritable enjeu est peut-être moins de choisir un camp que de comprendre comment ces deux forces coexistent dans un pays qui tente simultanément de survivre, de se protéger et de se réinventer. Un pivot silencieux survint. À ce moment du récit, les opérations ne formaient plus une simple succession de frappes. Elles composaient un ensemble cohérent qui modifiait la psychologie même du terrain. Ce n'était ni la portée des drones ni la fréquence des missions qui créaient cette rupture, mais la manière dont l'armée imposait désormais son propre tempo. Les groupes armés, autrefois maîtres de l'initiative, se retrouvaient pour la première fois dans une posture réactive. Dans cette zone charnière, un élément inattendu apparut. La cohésion civile commençait à agir comme un multiplicateur de puissance. Les volontaires ne servaient plus seulement de relais d'alerte. Ils affinaient les indications, rectifiaient les cartes mentales, densifiaient le maillage territorial. Le front, longtemps flou, gagnait soudain en précision, comme si chaque village se transformait en capteur vivant. Parallèlement, les signaux venus de l'extérieur se chargeaient d'une inquiétude nouvelle. Les critiques dénonçaient une centralisation du pouvoir, les retards électoraux, les risques d'autoritarisme. Pourtant, sur le terrain, nombre d'unités voyaient dans cette verticalité une conséquence logique d'un État contraint d'opérer en mode survie. Et dans cet entrecroisement tendu, la présence d'Ibrahim Traoré réapparaissait, non comme une figure héroïque immuable, mais comme un point de convergence donnant à l'ensemble un rythme lisible, une inflexion que personne n'avait anticipée, mais que plus personne ne pouvait ignorer. Les effets de la transformation militaire du Burkina Faso ne se sont pas limités aux opérations elles-mêmes. Ils ont redéfini 4 sphères essentielles, les nécessités nationales, le développement, la cohésion sociale intérieure et la dynamique régionale. Chacune réagit différemment, mais toutes portent la marque directe du changement observé sur le terrain. Les premiers impacts se sont fait sentir dans les besoins vitaux du pays. La réouverture progressive de certaines routes a permis la reprise minimale du transport de vivres, de médicaments et de carburant, offrant un souffle indispensable à des régions autrefois complètement isolées.
Cependant, plusieurs hôpitaux ont dû réorienter leurs ressources vers les zones de conflit, provoquant une réduction marquée des services civils. Dans ce contexte fragile, la cohérence stratégique, souvent associée à la ligne directrice d'Ibrahim Traoré, a fourni un axe temporaire de stabilité pour les infrastructures essentielles. Le développement ne s'est pas arrêté, il s'est déplacé. La remise en circulation de camions transportant des produits agricoles a permis une reprise partielle et précieuse des échanges, réduisant l'enclavement de certaines localités du Nord. En parallèle, les ressources de l'État étant concentrées sur la sécurité, plusieurs projets civils ont été mis en pause. Mais la conversion de certaines écoles en centres logistiques illustre un autre type de développement. Un développement orienté vers la survie, pragmatique, immédiat, construit dans l'urgence. Les conséquences sociales ont été immédiates. Dans plusieurs villages, la possibilité de passer une nuit sans tir a transformé l'état d'esprit collectif. Ce répit, si court soit-il, a ravivé un sentiment d'existence normale. Cependant, la militarisation croissante a suscité des préoccupations quant aux libertés publiques, à la presse et à l'équilibre entre sécurité et vie civile. Dans cet environnement tendu, l'image d'un dirigeant présent sur le terrain, comme Ibrahim Traoré, est devenue pour certains un symbole de résistance et pour d'autres une figure à surveiller attentivement. Au-delà des frontières, l'effet domino a été tangible. Les armées du Mali, du Niger et parfois même du Tchad ont scruté de près les succès tactiques du Burkina Faso, y voyant un modèle potentiel de puissance locale autonome. Cette évolution a provoqué un certain malaise dans plusieurs capitales occidentales, où l'ancien récit de dépendance sahélienne ne correspondait plus à la réalité observée. La question régionale n'est plus seulement « le Burkina Faso va-t-il tenir ?», mais plutôt « cette trajectoire peut-elle devenir une norme stratégique africaine ?» Dans cette hypothèse, le rythme opérationnel se maintient à un niveau stable. Les axes récemment rouverts demeurent fonctionnels, suffisamment pour garantir une circulation minimale des vivres et du carburant. Les forces armées poursuivent des frappes ciblées, sans expansion majeure, mais sans recul significatif non plus. La pression internationale concernant les libertés publiques et les échéances politiques reste présente, mais sans provoquer de rupture. Ce scénario préserve les gains tactiques tout en reconnaissant que les tensions économiques et sociales ne disparaîtront pas rapidement. Une trajectoire plus positive verrait les victoires récentes produire un effet cumulatif. La sécurisation d'axes supplémentaires permettrait la reprise plus visible du commerce intérieur, réduisant l'isolement des localités du Nord. La coordination entre drones, unités au sol et volontaires se renforcerait, affaiblissant davantage les réseaux militants. La cohésion civile, observée à travers les contributions locales et les soutiens spontanés, deviendrait un moteur déterminant de la stabilisation. L'autorité et la présence directe d'Ibrahim Traoré joueraient ici un rôle de continuité, consolidant l'élan national. Ce scénario exige toutefois que les ressources humaines et matérielles ne s'épuisent pas trop vite. Si l'épuisement économique, les pressions humanitaires ou les déplacements massifs deviennent trop importants, la synergie actuelle pourrait se fissurer. Les groupes armés, décrits comme capables de se bouger, se cacher, apprendre, reviendraient à des tactiques dispersées, rendant la précision et des frappes moins efficaces. La reprise partielle des routes critiques pourrait alors être compromise, recréant des zones d'isolement. Les critiques internationales sur la gouvernance, la presse ou les retards électoraux pourraient accentuer l'isolement diplomatique, fragilisant encore le dispositif intérieur. Pour les journalistes, analystes et amateurs de géopolitique, le Burkina Faso devient un cas d'école. Ils y voient un modèle où un pays à ressources limitées parvient à inverser une dynamique longtemps défavorable. Mais cette fascination s'accompagne d'un sens aigu des risques. Militarisation accélérée, tensions institutionnelles, pression sur la presse. Pour eux, cette histoire incarne à la fois l'efficacité redoutable d'une stratégie locale
et la fragilité profonde de l'État qui la porte. Ici, le récit prend une dimension émotionnelle. Voir un pays marginalisé reprendre l'initiative réveille un sentiment de dignité longtemps étouffé par des décennies de récits extérieurs. Les images de villages sécurisés ou de routes rouvertes ne sont pas de simples faits de divers. Elles symbolisent une reconquête identitaire. Mais cette fierté coexiste avec la conscience du prix payé. Familles déplacées, infrastructures sacrifiées, vies perdues. Pour ceux qui ne sont ni liés à la région ni familiers du Sahel, le Burkina Faso devient une démonstration brute. Un petit pays peut parfois réussir ce que de grandes puissances échouent à accomplir, simplement grâce à la cohésion et à la discipline. Ils ne jugent pas toujours, mais ils observent, intrigués par ce renversement des archétypes habituels sur la puissance et la dépendance. Pour ce public, l'histoire agit comme un miroir discret. Elle interroge leur certitude sur le rôle des nations faibles dans un ordre mondial instable. Pour envisager une stabilisation durable, le Burkina Faso doit s'appuyer sur une série d'actions structurées, chacune associée à un acteur précis, une temporalité réaliste et un indicateur mesurable. Cette feuille de route ne crée aucun fait nouveau. Elle ne fait qu'organiser, sous forme de méthode, les dynamiques déjà observées dans le récit précédent. Dans ce contexte, les acteurs concernés sont unités mobiles et volontaires, locaux. L'action envisagée consiste à maintenir ouverts les corridors récemment restaurés pour éviter un retour à l'isolement. La période prévue est 0,3 mois. Un repère d'évaluation repose sur nombre de convois civils circulant sans escorte supplémentaire. La continuité des flux est la condition minimale de tout redémarrage social. Dans ce contexte, les acteurs concernés sont commandements régionaux et centres de coordination. L'action envisagée consiste à exploiter plus systématiquement les signaux faibles repérés localement et les données issues des drones. La période prévue est de 5 mois. Un repère d'évaluation repose sur proportion d'opérations déclenchées grâce à un renseignement précoce. L'objectif n'est pas seulement de répondre vite, mais de prévenir plus tôt. Dans ce contexte, les acteurs concernés sont autorités civiles et administrations locales. L'action envisagée consiste à rouvrir progressivement écoles clés et points de santé dans les zones nouvellement stabilisées. La période prévue est 4-8 mois. Un repère d'évaluation repose sur nombre de services publics fonctionnant plus de 30 jours sans interruption. Une sécurité durable exige un minimum de normalité quotidienne. Dans ce contexte, les acteurs concernés sont équipes techniques nationales et services militaires. L'action envisagée consiste à limiter la dépendance au réseau extérieur et consolider l'infrastructure de communication interne. La période prévue est 6-10 mois. Un repère d'évaluation repose sur taux de connectivité stable dans les zones sensibles. L'information fiable est un pilier silencieux de toute stratégie. Dans ce contexte, les acteurs concernés sont commandements opérationnels et structures locales. L'action envisagée consiste à clarifier les procédures de validation rapide afin d'éviter les lenteurs qui freinent les unités. La période prévue est 6-12 mois. Un repère d'évaluation repose sur temps moyen entre détection et décision. Plus la chaîne est fluide, plus l'avantage tactique reste net. Au terme de ce parcours, ce ne sont pas seulement les opérations militaires ou les cartes redessinées qui demeurent en mémoire, mais les moments minuscules, presque silencieux, qui ont porté le poids réel de la transformation. On revient alors à ces instants évoqués plus tôt, une patrouille avançant sans craindre une embuscade, un village respirant pour la première fois depuis des mois, un matin où la peur semblait se tenir à distance. Ces gestes simples, dispersés dans le tumulte, ont donné un sens nouveau à l'idée même de tenir. Dans ces scènes ordinaires, la présence d'Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un mythe, ni comme une figure figée, mais comme une silhouette traversant la poussière, un repère pour des soldats et des civils qui cherchent à se retrouver dans un monde incertain. Il ne s'agit pas d'héroïsme grandiose, mais d'une forme de constance,
celle qui, dans les contextes les plus durs, permet encore de distinguer une direction. Et derrière chaque histoire individuelle s'esquisse quelque chose de plus profond. La certitude que les nations ne se reconstruisent pas se vise pas seulement par des stratégies, mais par les émotions têtues de ceux qui refusent de renoncer. Ce sont ces émotions-là qui, additionnées, deviennent une force silencieuse. Lorsque l'on referme ce chapitre, il reste toujours une zone de silence, cet espace où chacun dépose ses propres doutes, ses convictions et sa manière d'interpréter ce qui s'est joué au Burkina Faso. Ce récit n'est pas seulement celui d'une armée ou d'un territoire, c'est celui d'un peuple qui tente de protéger ce qu'il lui reste, parfois dans le bruit, parfois dans l'ombre, toujours avec l'idée de tenir malgré l'incertitude. Partager ou commenter cette histoire, ce n'est pas choisir un camp, c'est reconnaître la complexité d'un pays qui avance entre blessures et détermination. À travers les discussions, les questions ou même les désaccords, une chose essentielle se préserve. Notre capacité à entendre les trajectoires des autres, même lorsqu'elles ne ressemblent pas aux nôtres. Si quelque chose dans ce parcours vous a touché, intrigué ou interpellé, vous pouvez en dire un mot, une impression, une interrogation. Parfois, une seule phrase suffit pour ouvrir un échange.